Salut Sarah, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Et toi? Bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors du coup moi je m'appelle Sarah André, je suis vétérinaire de formation. J'ai complété ma formation avec un master en lettres, classiques et modernes françaises. Et donc du coup ça m'a permis d'acquérir des compétences en rédaction et en traduction. Donc c'est vraiment deux formations qui sont assez complémentaires, puisque du coup maintenant ça va faire 5 ans que je suis à mon compte pour des missions de rédaction ou de traduction dans le domaine médical, vétérinaire et de la santé animale au sens large. C'est quoi le genre de document que tu traduis? J'ai été amenée à traduire des articles, donc que ce soit des articles de vulgarisation, donc pour le grand public, ou bien des articles scientifiques qui sont destinés aux vétérinaires majoritairement, ou en tout cas à un public scientifique au sens large. Et c'est vrai que dans notre formation de vétérinaire en France, on a des cours d'anglais, mais le niveau est assez hétérogène, on va dire. Donc parfois c'est plus compliqué de lire directement un article en anglais. Donc c'est pour ça que c'est souvent demandé d'en faire la traduction en français pour faciliter la compréhension de tous, en tout cas que ce soit accessible à tous les vétérinaires. Ça c'est quand même assez important. C'est pour ça que souvent on demande de traduire certains articles scientifiques. Alors après, c'est aussi possible de traduire des supports de communication. Donc ça peut être des plaquettes, des fiches produits, enfin voilà, tout support de communication qui sont majoritairement produits par des laboratoires pharmaceutiques et qui sont initialement rédigés en anglais et qui demandent donc d'être traduits dans plusieurs langues, donc vers le français pour la France, mais ça peut être aussi en espagnol pour l'Espagne. Enfin voilà, c'est vrai qu'initialement, il y a beaucoup de documents qui sont rédigés en anglais et qui demandent des traductions pour être utilisés directement dans les cliniques vétérinaires. Et donc après, il y a aussi pas mal de traductions de supports de formation aussi qui peuvent être faits, donc soit pour les vétérinaires ou alors pour tout le personnel qui travaille dans les cliniques vétérinaires, voilà, les ASV, donc les auxiliaires spécialisés vétérinaires. Donc ça, ce sont des supports de formation sur des sujets précis, par exemple de la dermatologie, de la parasitologie. Enfin voilà, les sujets sont quand même assez variés. Initialement, ils sont rédigés en anglais, majoritairement aussi par des entreprises ou des laboratoires pharmaceutiques. Et puis, il y a une demande pour que ces supports de formation, justement, soient traduits en français pour que la formation soit dispensée, justement, aux vétérinaires français. Donc ça, c'est aussi une mission qui peut être faite. Et puis, la traduction de sites web, quand une entreprise s'implante en France. Voilà, ça peut être aussi un type de mission en particulier. Il est bien sûr aussi possible de traduire des livres et des ouvrages. Est-ce qu'on doit se spécialiser dans un animal ou dans un milieu, par exemple le zoo ou la ferme? Alors moi, je me suis pas vraiment spécialisée comme on l'entend, c'est-à-dire que j'ai pas suivi de formation pour un domaine en particulier, mais par contre j'ai des domaines de prédilection, on va appeler ça comme ça. C'est vrai que c'est pas forcément une obligation de se spécialiser. Euh, Moi, en tout cas, j'ai une formation de généraliste, donc c'est vrai que je peux traduire des textes qui concernent vraiment toutes les espèces animales. Par contre, il faut être quand même conscient de ses propres limites. Donc, si je vois qu'il y a une mission de traduction qu'on me confie et que ça concerne un domaine qui est beaucoup trop technique ou alors que j'ai pas l'habitude de traiter, ça va demander beaucoup plus de travail parce que du coup, il y a quand même des domaines assez variés en santé animale, que ce soit d'ailleurs au niveau de l'espèce, parce qu'il y a beaucoup d'espèces avec lesquelles on travaille en tant que vétérinaire, mais aussi au niveau des spécialités. Parce que comme en médecine humaine, on a exactement toutes les mêmes spécialités, la cardiologie, la dermatologie. Et ça, c'est vraiment des domaines aussi qui sont très spécifiques et très propres et qui ont aussi leur vocabulaire et leurs termes qui leur sont propres. Donc voilà, je suis pas spécialement spécialisée dans un domaine en tout cas, mais c'est vrai que je traite en particulier les animaux de compagnie, donc les chiens, les chats et puis aussi les chevaux, donc médecine canine, féline et médecine équine.
Et puis après, c'est vrai qu'il y a les domaines de spécialité au sein desquels j'ai beaucoup plus de facilité, voilà, on va dire beaucoup plus d'appétence. Mais voilà, je peux pas non plus tout traiter. C'est vrai que c'est assez vaste. Ça regroupe beaucoup de disciplines et beaucoup de domaines. Donc, c'est vrai que je conseille quand même d'avoir des domaines de prédilection avec lesquels on est familier. C'est quand même beaucoup plus simple pour le vocabulaire et puis pour la terminologie. Qui peut traduire ce genre de texte? C'est vrai qu'il y a pas mal de reconversions dans le milieu vétérinaire et même médical en santé humaine, hein, d'ailleurs, justement. Et c'est vrai que tout ce qui est rédaction et traduction, il y a pas mal de vétérinaires qui se lancent là-dedans, justement. Et puis, c'est souvent lié aussi au fait que, voilà, dès qu'on est à l'aise et qu'on aime bien les langues de manière générale, on va peut-être plus souvent s'orienter vers un domaine comme la traduction, justement, parce que, enfin, voilà, c'est quelque chose qu'on aime bien. C'est vrai que ça peut être parfois des missions qui sont longues, qui sont compliquées. Par exemple, oui, tu vois, je te disais, j'ai pas encore eu l'occasion de traduire de livres ou d'ouvrages vétérinaires, mais ça, c'est quelque chose qui demande un travail colossal, vraiment sur plusieurs mois, voire années parfois. Mais il faut aimer faire ça, parce que c'est vrai que si on n'aime pas les langues de base, on se lance pas forcément dans la traduction. Donc ça dépend aussi des affinités de chacun. C'est majoritairement des gens qui font pas de la traduction en activité principale, en fait, on va dire, qui ont plutôt l'occasion de traduire des textes en complément de leur activité. Il y a certaines missions où justement la traduction est confiée à un vétérinaire qui fait des traductions parce que justement les compétences sont très limitées si on parle d'une personne qui va traduire au sens large. C'est vrai que voilà, ça va prendre beaucoup plus de temps. Ça peut être possible en tout cas de confier ce type de mission à un traducteur généraliste, si je peux dire, mais ça va prendre beaucoup plus de temps de recherche, alors que voilà, quand on a tout de suite compris le sens, parce qu'on a la formation initiale, ça va beaucoup plus vite et on évite aussi justement de faire des contresens, voilà, parce que l'objectif c'est quand même voilà, de traduire avec justesse, d'autant plus dans le milieu médical, c'est d'autant plus important de ne pas faire de contresens. Oui. C'est quoi les principales différences de terminologie entre la médecine vétérinaire et la médecine humaine? Oui, alors c'est vrai qu'il y a quelques différences. De manière générale, il y a quand même beaucoup plus de similitudes que de différences. La terminologie médicale, vétérinaire et humaine se ressemblent beaucoup. Déjà parce qu'on a beaucoup de maladies en commun. On appelle ça des zoonoses, en fait. C'est des maladies qui sont transmises des animaux aux humains et vice-versa. Donc là, ça va être les mêmes termes, les mêmes noms de bactéries, de virus, les mêmes termes autour de la contamination, par exemple. Enfin voilà, les exemples sont quand même assez nombreux. Et puis, on peut aussi parler d'anatomie, par exemple. L'anatomie, c'est un très bon exemple parce que d'un côté, il y a beaucoup de similitudes. Déjà parce que nous, humains, on est des mammifères, donc on partage beaucoup de termes anatomiques, de termes physiologiques avec beaucoup d'autres animaux. Mais d'un autre côté, et c'est là où il va y avoir des différences, c'est parce qu'il y a pas mal d'espèces animales comme les oiseaux, par exemple, qui ont une anatomie différente et chez qui on va retrouver justement des termes qui n'existent pas en médecine humaine en tout cas. Au niveau du vocabulaire médical, il y a très souvent une racine latine ou grecque qu'on retrouve à la fois en médecine humaine, en médecine vétérinaire. Donc là, on va avoir les mêmes préfixes, les mêmes suffixes et donc voilà, les mêmes termes génériques pour les inflammations, par exemple, voilà, des choses comme ça. Et puis après, c'est vrai que du coup, pour les différences, je dirais que c'est principalement au niveau des sigles, des acronymes, des abréviations, parce qu'on n'a pas les mêmes déjà. Et puis, quand il y en a qui sont similaires, ils n'ont pas forcément le même sens. Et c'est vrai qu'il y en a certaines qui sont utilisées en anglais et en français de manière équivalente en fait. Elles sont pas du tout traduites et il y en a d'autres qui vont être traduites justement. Pour les médicaments par exemple, le nom de la molécule qui est dans le médicament, il est similaire quel que soit le pays. En fait, on appelle ça DCI, donc c'est dénomination commune internationale, et c'est justement fait pour que n'importe qui puisse comprendre en lisant directement voilà, la notice d'un médicament, d'accord, il y a telle molécule dedans, donc ça correspond à ça et à tel effet. Parce qu'après, justement, selon le pays,
on va avoir des noms commerciaux qui vont justement différer. Voilà. Et ça, c'est complètement différent parce que c'est vrai que du coup, quand on va parler médicaments dans un texte médical, vétérinaire ou scientifique, on va plutôt utiliser le nom en DCI, justement, pour que tout le monde puisse comprendre, voilà, tout simplement le nom de la molécule. Comme ça, tout le monde comprend de quelle molécule il s'agit, parce que c'est vrai que si on utilise tout de suite les noms déposés, les noms commerciaux en tout cas, voilà, là ça va être plus compliqué. On va se dire celui-là je le connais pas, ou alors il a un nom différent dans mon pays, donc on va se dire à quoi ça correspond. Donc ça c'est aussi une petite nuance à avoir en tête. Pour tout ce qui est actes médicaux, on peut citer l'endoscopie, par exemple. L'endoscopie, on en fait en médecine vétérinaire, en médecine humaine. Voilà, on emploie le même mot et c'est exactement pareil pour beaucoup d'actes médicaux qui sont utilisés dans les deux domaines, en fait. Et puis, oui, donc c'est vrai qu'en discutant entre médecins et vétérinaires, on peut bien se comprendre. En tout cas, il y a beaucoup de similitudes de vocabulaire, mais en tout cas, de mon expérience, c'est surtout voilà tout ce qui est abréviation, sigles et acronymes qui diffèrent et où justement il peut y avoir des contresens parfois dans les discussions parce qu'on n'utilise pas forcément les mêmes. Il faut distinguer tout ce qui est termes médicaux qui sont vraiment scientifiques et qui du coup vont être utilisés pour traduire des textes pour les vétérinaires justement. Et puis les termes vulgarisés, voilà, ça c'est réservé au grand public. Et là pour le coup, c'est des termes qui vont être complètement différents entre le français et l'anglais. Voilà, le vocabulaire médical, il y a quand même les mêmes racines, donc du coup, voilà, on peut comprendre beaucoup plus facilement. Par contre, les termes vulgarisés, il faut les connaître, c'est un petit peu plus de vocabulaire. Si on cite un exemple, en médecine humaine, on va parler du bras de manière vulgarisée. Pour un chien, on va dire la patte. Mais pour le cheval, c'est un cas à part. C'est un animal noble historiquement, donc il a eu une sorte de traitement de faveur. Hein. On va parler de jambes, en fait. Par contre, dans les termes médicaux, on va parler de membres thoraciques. Donc voilà, il y a quand même ces deux volets à avoir en tête, en fait, savoir quel est le public cible. Est-ce que c'est justement les vétérinaires, le public spécialisé, ou au contraire, est-ce que c'est le grand public, les propriétaires, voilà, qui vont avoir justement un jargon qui est complètement différent. C'est quoi les principales difficultés dans la traduction vétérinaire? Les phrases sont beaucoup plus courtes en anglais, donc en français, on va avoir aussi des contraintes en matière de longueur. Et parfois, dans certains textes, il faut aussi que ça rentre dans le même modèle, dans le même schéma. Donc, il faut faire des concessions, il ne faut pas faire des phrases trop à rallonge. C'est pas forcément moi qui choisis aussi, en fonction voilà des personnes qui me confient des missions. Il y a toute une discussion qui se fait en amont pour savoir justement quelle orientation on va prendre sur les textes à traduire. Un exemple tout simple aussi, ça peut être le vouvoiement, le tutoiement. Donc là, c'est aussi une histoire de positionnement. Donc là, c'est à l'entreprise de savoir voilà à qui on s'adresse et comment on se positionne. Ça m'est arrivé par exemple de traduire un site internet sur la santé animale, voilà, donc qui était complètement en anglais de base. Et puis, du coup, il y a une filiale française qui s'est implantée en France. Donc, du coup, tout le contenu était déjà là. Et il fallait du coup traduire tout ça en français. Et là, en fait, il y a eu des contraintes parce qu'au niveau du site internet qui était présent initialement, voilà, il a fallu faire des choix pour raccourcir parce qu'on n'avait pas la même place et puis on pouvait pas se permettre de faire un site beaucoup plus long avec des pages beaucoup plus longues. Donc là après voilà, c'est une discussion qui se fait avec le client pour savoir justement ce qu'on choisit de conserver ou pas. Et après parfois il y a pas du tout de traduction littérale. On essaye de conserver le sens et le message principal, mais voilà, quand il y a des messages clés, des messages forts, parfois on peut pas faire de traduction littérale. Donc du coup, il faut s'adapter et puis trouver quelque chose qui va beaucoup mieux passer aussi en français, parce que parfois la traduction mot pour mot ne rend pas aussi bien voilà, qu'en anglais. Est-ce que tu as des exemples de mots que tu as eu de la difficulté à traduire? On parle de plus en plus, en tout cas en anglais, de pet parents. Pour dire les propriétaires en fait. Donc maintenant c'est plus les propriétaires, donc c'est les parents de chiens ou parents de chats. Donc c'est vrai que là actuellement en français on n'a pas forcément de mots similaires on va dire, mais là encore une fois ça va être un choix. On peut très bien garder pet parents et du coup choisir de se positionner comme ça et de garder le mot en anglais, ça se fait aussi tout à fait. Mais on peut aussi choisir de le traduire et du coup imaginons qu'on parle uniquement de chiens, voilà l'entreprise
l'entreprise va sans doute choisir de garder la traduction et de dire voilà, on s'adresse aux parents de chiens ou on s'adresse aux parents de chats. Enfin voilà, ça c'est pas du tout des choix que je vais faire moi-même parce que du coup c'est un choix de positionnement de l'entreprise. Donc ça découle aussi de toute une discussion. Ça va aussi avec la lecture, voilà, avec tout ce qu'on lit au quotidien. C'est des choses dont on se rend compte et puis c'est des questions qu'on va se poser naturellement après quand on va être amené à traduire un texte qui se rapporte à certains termes justement qui peuvent avoir une réflexion approfondie en tout cas. Et il faut aussi prendre en compte l'évolution sociétale. Dresser un animal, c'est vrai que c'est plus du tout quelque chose qu'on emploie aujourd'hui. On parle d'éducation. Acheter un animal et adopter un animal, c'est complètement différent. Il va y avoir des personnes qui peuvent se dire acheter donc du coup acheter auprès d'un éleveur, d'une éleveuse, et adopter. L'adoption, ça se rapporte beaucoup au refuge en fait. Mais maintenant, on dit adopter, quel que soit en fait l'endroit où on a acquéri l'animal. Donc c'est vrai que ça, c'est vraiment des choses aussi qui dépendent voilà, de chaque personne. Mais c'est vrai que oui, maintenant, le vocabulaire aussi, on parle plutôt d'adoption, et ce, quel que soit voilà, l'origine, l'élevage ou le refuge. C'est vrai que voilà, c'est beaucoup plus employé. Est-ce que ta formation de vétérinaire t'aide à mieux comprendre ce que tu traduis? Oui, c'est vrai que c'est très, très utile. Je dirais pas que c'est obligatoire, mais c'est fortement apprécié, en tout cas en traduction médicale vétérinaire, quand on est confronté au quotidien à lire voilà, des textes, des articles, des documents vétérinaires, que ce soit en anglais ou en français d'ailleurs. On est baigné dans cet univers, donc forcément, on a le jargon médical. Donc ça, c'est toute une culture qui s'apprend du coup en école vétérinaire, voilà, avec les études. Et c'est vrai que ça aide beaucoup après par la suite. Est-ce que tu as des ressources à nous recommander? Oui, un ouvrage en particulier que j'utilise beaucoup, c'est le Veterinary Medical Terminology. Je m'appuie beaucoup sur celui-ci. Il regroupe pas mal de définitions sur pas mal de termes, justement, selon les spécialités. En fait, c'est classé en spécialités. Et il y a plusieurs éditions qui sont mises à jour régulièrement. Donc, c'est très intéressant d'avoir, en tout cas, un livre généraliste comme celui-ci. Ça permet déjà de pas mal dégrossir le travail. Il y a certains sites du gouvernement français qui éditent chaque année des documents sur le vocabulaire de la santé et de la médecine avec des termes et leurs définitions en français. Il n'y a pas du tout de traduction, mais en tout cas, il y a une définition de chaque terme. Donc, c'est pas un document qui est forcément valable en médecine vétérinaire, mais en médecine humaine, voilà, c'est quand même assez intéressant et c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Donc, comme c'est des sources qui sont vérifiées, tout ça, c'est des petites choses qu'on peut utiliser et puis voilà, de fil en aiguille, se créer voilà, ses propres ressources et puis après, ça va beaucoup plus vite. C'est un domaine qui est super intéressant justement du fait du côté varié, on va dire, de la traduction en santé animale, parce que justement, ça peut concerner plein d'espèces, ça peut concerner plein de domaines, donc on apprend tout le temps, et c'est ça qui est intéressant. Donc c'est vrai que voilà, s'il y a des gens qui ont l'occasion de se lancer là-dedans, il faut pas hésiter parce que c'est toujours très enrichissant et très intéressant sur plein de points de vue. Merci beaucoup d'avoir participé au podcast. Merci à toi. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux? Du coup, sur LinkedIn, voilà, Sarah André, sur voilà, mon profil, tout simplement.